extrême droite au niveau mondial, avec la conséquence que les Noirs se retrouvent encore davantage stigmatisés. C'est peut-être la raison pour laquelle les organisateurs du 9e Congrès panafricain ont estimé qu'il était important d'aller aux Amériques, écouter les Noirs des Amériques autour de ce qu'ils voudraient comme projection, comme acte à mener, comme acte concret pour que les Noirs du monde entier puissent parler d'une seule voix et puissent faire face et tirer notamment profit de ce qu'ils pourraient avoir comme avantage, notamment lié au patrimoine, lié à la reconnaissance qui est indispensable pour une justice mondiale qui permettrait un monde en paix, il faut aussi le préciser. Et pour en parler sur ce plateau de la télévision panafricaine, j'ai avec moi des invités qui étaient à Salvador de Bahia. Il y a notamment Maître Janvier Momo qui est sur ce plateau, qui était du déplacement de Bahia. Je vous dis bonsoir et merci d'être encore là sur ce plateau de la télévision panafricaine. Un bonsoir typiquement africain à vous, Monsieur Guy Fondop. Un bonsoir à toutes les autorités togolaises. Je commencerai par le président Faure Eyadema. Ce n'est pas n'importe qui accepte dans le Gotha mondial aujourd'hui de recevoir un congrès panafricain. Je salue le ministre Ducé. Ah oui, je salue le ministre des Affaires étrangères, M. Ducé, qui est, disons, la rampe de lancement du président Eyadema concernant l'organisation de ce 9e congrès. Je veux saluer toutes les autorités qui sont autour, le professeur Alem, sans oublier le virevoltant docteur Inyaka, sans oublier naturellement aussi les chaînes de télévision et des médias du monde entier. Je ne vais pas commencer sans dire merci, un très grand merci à Lula, au président brésilien, mais qui, revenu au pouvoir, a institué, a chamboulé toute l'organisation gouvernementale brésilienne en créant des postes de respect de la race, des postes de responsabilité sur la promotion de la race noire, qu'il considère comme reléguée au second plan, pour ne pas dire au dernier plan, dans la République fédérative du Brésil. Je pense que toutes ces autorités ont agi et le 9e congrès panafricain de Lomé au Togo sera le grand rendez-vous du panafricanisme parce que les sujets qui ont été débattus depuis le Mali jusqu'à Salvador de Bahia sont des sujets qui concernent la race noire, sont des sujets qui concernent l'ensemble d'éléments qui, nous disons aujourd'hui, constituent une pesanteur, une sorte d'épée de Damoclès pour le développement de notre race. Donc, nous disons merci à toutes ces autorités. Monsieur Fondop, nous étions à Bahia, mais contrairement à ce que nous avons cru entendre, ce n'était pas pour des séances de photos. Nous avons rencontré des pays où nous ne savions même pas qu'il y avait une grande population noire. Nous ne savions pas qu'en Argentine, mais il y avait une puissante communauté noire. Nous ne savions pas qu'en Colombie, après Salvador de Bahia, la Colombie est l'État qui regroupe le plus grand nombre de Noirs en dehors du continent. Nous ne savions pas que le Honduras et l'ensemble de ces États qui ont envoyé des délégations officielles. Et au Brésil, à Salvador de Bahia, n'oublions pas que l'ambassadeur du Cameroun était là. Donc nous pensons à un moment donné que le 9e congrès panafricain est engagé et les autorités togolaises à qui nous disons encore courage et merci ont la main dans la pâte pour que ce congrès nous réserve des solutions adéquates que les Africains et la race noire attendent depuis des siècles et des siècles. Merci à vous. Et direction maintenant le multiplex. Vous êtes également déjà rentré, docteur Nyaka Lagoke. Vous étiez le président du comité scientifique qui a été mis en place pour ce 9e congrès. Et vous êtes en multiplex maintenant pour revenir notamment sur les lettres de recommandation des hauts représentants de la diaspora envoyées bien sûr depuis les Amériques. Merci à vous d'être présent. Bonsoir, Nyaka Lagoke. Bonjour, merci pour l'opportunité. Je suis toujours le président du comité scientifique du 9e congrès. Et donc, c'est le ministre Robert Ducé à qui j'exprime ma gratitude, qui a bien voulu faire de moi le président du comité scientifique du 9e congrès panafricain, peu après le lancement qui a eu lieu au Togo en mai 2023. Et donc, depuis près de
de 14 ou 15 mois, nous travaillons du point de vue de la réflexion et du point de vue du contenu des discussions. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Et donc, c'est à ce titre-là que nous avons supervisé les discussions depuis le pré-congrès de l'Afrique du Sud jusqu'au pré-congrès qui a eu lieu dans la diaspora à Salvador de Bahia. Merci pour l'opportunité. Merci à vous d'être là, docteur Nyaka Lagoké. Nous avons également Credo Tété, qui est un journaliste et analyste politique togolais. Est-ce que vous êtes présent, Tété? Bienvenue à l'antenne si vous êtes là. Si je vous écoute, c'est un plaisir pour moi de participer à ce plateau et avec tout ce plaisir de parler de la prochaine conférence panafricaine qui aura lieu bien précisément à Lomé. Donc je salue le président du comité scientifique et je salue tout le rôle et tous les efforts qui sont fournis. Lomé vous attend, le Togo vous attend, Fort Diassibé vous attend avec son élan de panafricanisme et nous sommes conscients que la chaîne Afrique Média, une chaîne également panafricaine qui s'investit dans le panafricanisme, sera accompagner comme d'habitude cette grande conférence de Lomé. Ce sera avec grand plaisir et on espère vous voir d'un moment à l'autre à l'antenne, Credo Tété. Alors très rapidement, je vous propose de suivre le ministre Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l'étranger, Robert Dussey, qui s'est exprimé à l'université dans l'auditorium principal de l'université de Bahia où il a tenu un discours fleuve sans filtre à l'ouverture justement des rencontres de ce pré-congrès destiné donc aux ressortissants du continent qui sont aux Amériques. Il a dit très clairement que le monde, que les Noirs du monde entier, une fois de plus aujourd'hui, connaissaient une oppression liée notamment à l'histoire, liée à des pesanteurs culturelles qui ont été amplifiées notamment par des intérêts parfois économiques, géopolitiques ou géostratégiques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a à craindre face à l'évolution actuelle du monde, raison pour laquelle il est important que tous les Africains puissent se retrouver entre eux pour entrevoir de la même façon et surtout peser de la même façon dans les institutions internationales pour obtenir ce qui pourrait leur permettre de mieux résister en plein 21e siècle, qui est un siècle de vitesse, on le sait, mais aussi un siècle où la domination peut encore davantage s'accentuer. Suivant le ministre Robert Dussey et nous revenons. Vous savez que c'est très difficile d'être le dernier à parler, parce que tout le monde a déjà dit ce que je voulais dire. Mais parce que tout le monde a dit ce que je voulais dire, je me posais cette question. Pourquoi sommes-nous à Salvador de Bahia? Pourquoi le mouvement panafricaniste se réunit aujourd'hui? Pourquoi avons-nous l'impression qu'on n'en parlait plus et tout d'un coup, les Africains, les Afro-descendants, les Afro-brésiliens, tout le monde revient sur le panafricanisme? Je pense que c'est parce que nous nous sentons humiliés. C'est parce que nous nous sentons déshumanisés. C'est parce que nous nous sentons méprisés. C'est parce que pour certains, le noir, l'afro-brésilien, l'afro-descendant doit être le dernier de la classe. Et aujourd'hui, nous disons non. Nous ne sommes pas le dernier de la classe. La vérité de l'histoire, nous n'avons jamais été le dernier de la classe. Nous n'avons jamais été. Nous ne le sommes pas et nous ne le serons pas. Mais parce que l'histoire a été écrite et falsifiée par certains, on veut nous faire croire que le noir d'Afrique, l'afro-brésilien, l'afro-descendant n'est rien. Il n'a jamais construit quelque chose, il n'a jamais réfléchi, il n'a jamais écrit, alors qu'à l'origine était le noir. Et je vous promets que demain sera le noir.
Mesdames et messieurs, le Brésil, votre pays, sert en cette fin du mois d'août 2024 le lieu de ralliement à toute la communauté africaine mobilisée et résolument en marche vers le 9e congrès de l'ONU. Ce congrès panafricain est une occasion unique pour toutes et tous de se retrouver à l'ONU pour discuter de nos problèmes. Mais je voudrais, parce que nous sommes ici à Salvador de Bahia, vous savez, le noir est très bien éduqué. Nous ne pouvons pas débarquer à Bahia sans avoir une autorisation, même si Madame la représentante du gouverneur nous permet d'arriver. Je voudrais, au nom du président de la République togolaise, le président Faure Issazina Gnassingbé, remercier le président Lula d'avoir accepté, par le biais de son ministre Mauro Vieira, le ministre des Affaires étrangères, que nous nous retrouvons ici à Bahia pour discuter. Merci au président Lula da Silva. Nous avions, mesdames et messieurs, entamé ce processus devant conduire à la tenue de notre 9e congrès panafricain dans une situation assez particulière. Comme vous le saviez, l'Afrique aujourd'hui est peinte ou est toujours montrée du doigt comme un continent en retard. L'Afrique est toujours montrée du doigt comme un continent où rien n'est fait et rien n'est possible à faire. L'Afrique aujourd'hui est montrée du doigt par la gouvernance politique, économique et même culturelle comme un continent de désespoir. Malheureusement, nous sommes victimes de cette présentation négative du noir, de l'Africain, du continent africain, voire de l'afro-descendant et afro-brésilien que vous êtes et que nous sommes tous. Nous sommes victimes parce que parmi nous aussi, certains pensent et croient effectivement, peut-être je vais vous choquer dans cette salle, que nous sommes rien et que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, peut-être qu'il n'y a même pas un bâtiment comme ça, qu'il n'y a pas de building, il n'y a pas d'aéroport, on vit dans les arbres et comme animaux sauvages, ce ne sont pas les chiens, c'est les girafes, les lions. Vous voyez un peu qui font peur. Cette mentalité nous a été inculquée par les dominateurs, par ceux qui ne veulent pas voir le continent africain et les peuples d'origine africaine prendre un jour le livre sur l'histoire universelle. Et c'est dans ce contexte que la décision a été prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'abriter ce sommet et d'abriter ce congrès et de l'abriter au Togo. Le choix du thème que vous connaissez, tous les prédécesseurs, mes prédécesseurs ont fait référence à la mémoire, à la restitution, à la réparation et à la reconstruction. Ce thème se justifie parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes au dernier pré-congrès, le 6e, avant le congrès de Lomé, et nous ne pouvons pas nous retrouver dans la diaspora et discuter avec vous, afro-descendants, afro-brésiliens ici, sans faire référence à la mémoire, à la restitution, à la reconstruction et à la réparation. Je ne voudrais pas revenir sur chacun de ces thèmes, mais ce que je voudrais vous dire ici, que si vous ne le saviez pas, ce thème choisi pour
la diaspora et les afro-descendants, ce thème fait peur à certains. Il fait peur. Si vous ne le saviez pas, vous aviez 2 jours pour discuter, il fait peur. Certains se demandent, mais pourquoi ces sauvages que nous avions pris quelque part veulent parler de mémoire? Il n'y a pas de mémoire, ils n'ont pas de mémoire parce qu'ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais été humains. C'est nous qui leur avons donné l'humanité. Mais pourquoi ces sauvages viennent parler de restitution? Quelle restitution? C'est à nous qu'appartient. C'est bien, nous avons pris parce qu'ils n'étaient rien. De parler de quelle reconstruction? Ils s'étonnent que nous parlons de mémoire. Et pourtant, Dieu seul sait, et vous et moi nous savons que nous avons souffert de l'esclavage. Nous avons souffert de la déportation. Nous avons souffert du colonialisme. Et nous continuons à souffrir du néocolonialisme. Mais nous n'avons pas le droit de le dire. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de réclamer notre humanité? Nous disions ici, est-ce que pour parler de mémoire, nous devions aller demander la permission à quelqu'un? Vous imaginez que nous parlons de restitution. Il y a des experts de la restitution dans cette salle, des éminents professeurs qui sont venus d'Afrique et d'ailleurs pour discuter de ces questions. Vous savez, nous aimons les adages. J'espère que l'interprète traduit bien ce que je veux dire. Nous aimons beaucoup les adages en Afrique. Vous êtes chez vous. Je suis dans ma maison. Vous êtes dans votre maison. Quelqu'un vient voler quelque chose dans votre maison. Et vous découvrez que c'est lui le voleur. C'est cette personne qui a volé. Et vous allez prendre ce qu'il a volé. Il vous dit non, mais pourquoi vous voulez chercher? Vous devez lui demander la permission d'abord. Pour restituer nos biens culturels, il faut aller demander la permission à ceux qui sont venus nous voler. C'est afro-brésilien, c'est afro-africain. Nous pensons que nous n'avons pas à demander la permission à qui que ce soit, à tous ceux qui ont pillé le continent africain pour reprendre ce qu'ils ont voulu, Vous voyez que c'est difficile. Maintenant, quand vous allez réclamer, ils se demandent, mais si nous leur donnons les objets volés, comment ils vont faire pour les garder? Hey, mais vous avez trouvé ça où? Mais c'était quelque part quand vous avez volé. Et maintenant, on vous dit, mais si vous prenez, il n'y a pas des maisons, il n'y a pas de climatiseur pour garder ça au frais. Nos objets, on ne les gardait pas au frais, on gardait dans nos cases. Dans nos casas. C'est ce qu'on dit en portugais. Voilà. Donc, il n'est même pas question de discuter de la restitution. Bref, pour vous dire que le choix de ce thème est un choix important et il est lourd pour vous et moi, qui, surtout vous de la société civile qui allons discuter de ces questions, parce que ces questions font peur à ceux qui continuent à nous dominer et ceux qui veulent empêcher que nous puissions prendre notre responsabilité en main. Ils ont tout intérêt, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, à nous infantiliser. Ils ont tout intérêt à penser que nous ne sommes pas capables de garder nos propres biens qu'ils ont pillés, qui ne leur appartiennent pas, qui nous appartiennent. Ils volent, on veut récupérer, ils disent non. Et quand ils disent oui, ils posent des conditions. Ce n'est pas acceptable. Nous avions le droit de reprendre possession de nos biens culturels et qui ont des valeurs spirituelles symboliques pour nos peuples. Et je voudrais ici, pour conclure, vous rappeler une fois de plus que le congrès de Lomé, auquel vous êtes tous invités, les 29 octobre au 2 novembre 2024, ce congrès voudrait être un congrès d'action. La faiblesse du continent africain
du noir, yes Maïsita, du noir, de l'afro-descendant, de l'afro-brésilien. Notre faiblesse, il faut le reconnaître parce qu'il faut faire cette autocritique, c'est que nous parlons beaucoup et nous agissons peu. Aujourd'hui, vous voyez, je suis le 6e à parler, on a beaucoup parlé, on a fait 2 heures en train de parler. On peut encore continuer à parler, vous allez parler. Aujourd'hui, ce que nous voulons au congrès de au 9e congrès panafricain de Lomé, c'est les actions. Nous vous prions à ce que tout ce que nous disons, nous puissions concrétiser ça sur le terrain. Et pour finir, je voudrais vous dire, quand vous voyez le Brésil et l'Afrique, je me suis renseigné avant de venir. Si vous prenez à partir de la côte occidentale, ouest du continent africain, vous avez besoin de 7 heures ou 8 heures pour joindre le Brésil, voire 5 heures si vous prenez plus haut pour joindre le Brésil. Mais la plupart des participants venus d'Afrique ici, nous avions fait des vols parfois sur l'Europe avant de joindre le Brésil. Donc au lieu de faire 7 heures ou 8 heures, on va en Europe 8 heures, on quitte pour arriver à Rio ou à Sao Paulo 10 heures, et puis on quitte pour arriver ici, on fait presque 24 heures avant d'arriver. Être concret, et c'est notre rêve, c'est demain qu'il y ait un vol direct entre le Brésil et l'Afrique. De la télévision panafricaine. Docteur Laka Niagoké, je vais vous retrouver très rapidement avec notamment les recommandations, ce qu'on doit retenir de ce sommet, donc de ce pré-sommet de Salvador de Bahia. On a entendu beaucoup de recommandations, notamment la création d'une agence spécialisée de l'Union, d'une représentation de l'Union africaine à Bahia pour les diasporas des Amériques. On a également suivi la nécessité de faire en sorte qu'il y ait une plus grande réappropriation du foncier par les membres de la diaspora qui ont contribué à bâtir ces terres lointaines et qui aujourd'hui se retrouvent exclus. De façon ramassée, que doit-on retenir en termes de recommandations de la diaspora des Amériques à ce congrès panafricain de Lomé qui se tient le mois prochain? Ok. Guy Fondop, merci beaucoup pour cette question. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je voudrais quand même faire un rappel. Le congrès de Lomé, le 9e congrès panafricain qui va avoir lieu, a pour thème au renouveau du panafricanisme et au rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. C'est le thème général. Donc c'est sous l'égide de ce congrès et de ce thème que plusieurs sous-thèmes ont eu lieu, ont été conçus pour les discussions qui ont eu lieu depuis l'Afrique du Sud, en passant par le Mali, et puis donc on a été à Salvador de Bahia. Comme le ministre l'a dit dans son discours, à Salvador de Bahia, c'était au sujet de la réparation, restitution, reconstruction, mémoire, et puis donc les Brésiliens ont ajouté un autre mot par le panafricanisme. Donc voilà, c'était les 5 piliers de la discussion qui a eu lieu à Salvador de Bahia. Il y avait plus d'une centaine de gens qui venaient d'Afrique et des différentes parties de la diaspora. Et donc, naturellement, au Brésil, il y a aussi une centaine de personnes de la société civile, des intellectuels, des hommes politiques qui ont participé au débat. Janvier Momo a rendu hommage au président Lula. Et il faut le faire. Il y a eu donc plusieurs catégories de discussions. Il y a eu d'abord la cérémonie d'ouverture. Après, il y a eu un panel. Après le panel, il y a eu des travaux en commission qui ont été regroupés en 4 commissions autour de la restitution, de la réparation, de la mémoire, de la reconstruction et du panafricanisme. Et après, il y a eu une plénière, une cérémonie de clôture et il y a eu le segment ministériel qui a réuni plus d'une 50aine de pays. Il y a eu 35 personnes qui ont pris, représentant leur pays et qui ont pris la parole au Convention Center du Brésil, enfin, je ne sais pas si c'est Salvador de Bahia, mais dans les parages. Et donc voilà ce qui s'est passé.
Donc, maintenant, pour revenir donc, à la conversation, il faut savoir que le thème, pas le thème, le site, voilà, parce que c'est important, le site du Congrès panafricain, c'est www.pac9-Lomé2024.com. Donc, ou bien www.pac9-Lomé2024.com. Ceux qui ont des questions qui se posent des questions, ceux qui veulent participer, ils ont le site, ils peuvent aller lire pour savoir que c'est un travail qui a été fait, c'est un travail d'équipe. C'est vrai que je suis le président du comité scientifique, c'est un travail d'équipe. On a travaillé avec des cadres du ministère des Affaires étrangères, des amis qui sont dans le comité scientifique, sous l'inspiration du ministre Ducé. Plusieurs personnes, Afrique Média et d'autres, ont contribué à ce projet-là. Et je voulais vraiment préciser cela avant qu'on ne continue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis universitaire, je suis panafricaniste et j'ai le privilège d'être le président du comité scientifique. Et donc, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Mali et que ce soit au Brésil, parmi les recommandations qui ont été faites, qui ont été constantes, c'est qu'au XXIe siècle, au moment où on cherche à concevoir une nouvelle vision du panafricanisme, comment mobiliser les ressources et puis les personnalités physiques, les personnes physiques et morales pour réformer les institutions internationales, nous sommes tombés d'accord que la philosophie Ubuntu, qui est un concept panafricain et qui représente la plupart des peuples bantous en Afrique, même au-delà, donc ce concept-là devrait être la pierre angulaire du nouveau panafricanisme au XXIe siècle. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était la première recommandation de la déclaration. Le deuxième élément, c'est que le panafricanisme et la philosophie Ubuntu devraient être les cadres autour desquels on devrait réfléchir à la discussion sur la réparation. Parce qu'il y a de très grands intellectuels qui sont dans le combat par rapport à la réparation, mais il leur arrive de détacher la conversation sur le panafricanisme qu'ils ne revendiquent pas toujours de la conversation sur la réparation. Et donc, ce que nous avons apporté, ce que les uns et les autres ont apporté, c'est qu'à partir de maintenant, quand on parle de la réparation, cela doit s'inscrire dans l'éthos du panafricanisme et dans l'éthos de la philosophie Ubuntu. Donc, c'était la deuxième chose. La troisième chose, et vous l'avez dit, c'est que il y a longtemps que les gens parlent de la 6e région. Et donc, quand l'Union africaine a décidé de faire de la diaspora la 6e région, il y a eu plusieurs groupes qui sont créés. Je suis aux États-Unis, je les vois, j'étais au Canada, je les ai vus. Des gens qui revendiquent leur contribution dans le cadre de l'établissement de la 6e région. Mais malheureusement, c'était difficile de trouver une certaine architecture. Et donc au Brésil, dans la commission dans laquelle j'ai travaillé, la commission du panafricanisme, nous avons proposé donc qu'il y ait une structure qui soit créée dans le cadre de la création d'un siège de la 6e région de la diaspora. Et cela a été adopté par la commission, proposé par la commission, et cela a été adopté par tous les participants. Donc voici un élément concret. Ceux qui parlent et qui estiment que les Africains se rendent compte qu'ils parlent et qu'ils ne font rien de concret, ça c'était vraiment je dirais pas une première, mais c'était une contribution assez importante dans le cadre du panafricanisme. À partir de maintenant, et avant d'aller à Lomé, et quand on se retrouvera à Lomé, si ces points sont adoptés, on saura qu'à partir du congrès de Lomé, maintenant, la plupart des panafricanistes et ceux qui veulent voir la concrétisation de la création de cette 6e région, que le siège pourrait et devrait être à Salvador de Bahia par rapport à par rapport au symbole que représente cette région. Je suis aux États-Unis, à Illinois. Il y a une femme qui est une dame députée, je crois qu'elle s'appelle Carol Ammons, qui a voulu que l'État d'Illinois soit le siège de la 6e région. C'est un débat important. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur Afrique Média qui parlent ici et là, mais qui n'ont pas toutes ces informations. Et j'ai voulu que les gens sachent.
que c'est un débat important, la question de la création de la 6e région dans le discours panafricain au XXIe siècle et dans le cadre de la réforme des institutions internationales. Donc ça, c'était aussi une contribution de la conférence de Salvador de Bahia, et bien sûr ce dont vous avez parlé par rapport au fait que les Noirs qui ont été dépossédés de leurs terres, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique, un peu partout, il est important qu'il y ait une certaine reconquête de la souveraineté qui passe par l'acquisition des terres qui ont été perdues par les peuples de descendance africaine. Voici un certain nombre d'éléments que je voulais présenter pour ne pas aller plus loin. Et donc, après cela, il y a 2 éléments que je vais les ajouter. Merci. Merci à vous, docteur Dangoké. Alors, je retrouve rapidement notre second intervenant en multiplex avec qui nous échangeons bien sûr sur la question. Avec la même préoccupation, j'espère que vous êtes à présent connecté. On vous retrouve donc. Il est là. Oui, voilà. Alors, quand on écoute le docteur et quand on écoute la philosophie Ubuntu, autant pour moi, placée au cœur de l'approche qui devrait être celle de l'évolution, disons-le simplement comme ça, là, des Noirs très prochainement. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord? Parce que il faut dire que, comme au Congrès de Paris en 1919, il y a certains Africains qui sont beaucoup plus activistes, qui sont beaucoup plus actifs, qui estiment qu'il faut absolument la lutte et encore la lutte, et que c'est par la lutte seule que les Africains parviendront à s'imposer dans ce monde, et particulièrement au XXIe siècle, et que sans la lutte, toute revendication pourrait être vaine. Vous, qu'en pensez-vous? Credo, la question est à vous. Credo Tété, la question est à vous. Chers confrères, allez-y s'il vous plaît. Oui. Alors, je résume ou bien ça va? Non, je crois que ça va. Donc, je me suis également dans cette logique. La lutte, elle est continuelle, elle est perpétuelle. Donc, je rejoins, disons, les analyses du professeur Zaka. Donc, je devrais parler à l'unisson sur l'affaire africaine et les questions qui tiennent à l'émancipation de l'Afrique doivent être partagées par nos chefs d'État. Je crois que c'est dans cette logique, justement, que c'est le président de la mentionné, qui a toujours privilégié l'action au prix. Donc, je crois qu'avec son intervention, son interlocuteur, le professeur Robert José, vous réécoutez, et cela revient encore à l'antenne. Donc, vous avez 2 sons actuellement. Pouvez-vous couper votre récepteur afin que nous puissions vous écouter? Oui, allô? Alors, vous réécoutez et on ne peut pas vous écouter 2 fois, malheureusement. Alors, essayez de couper le canal par lequel vous réécoutez, et comme ça, vous parlez, on vous écoute. Donc, j'espère que ça va, ce canal. Oui, c'est parfait maintenant. Allez-y. Oui, donc je dirais que je rejoins les analyses tantôt développées par le professeur Miaka pour dire qu'il y a lieu que nous maintenions, que les Africains maintiennent l'éventail de la lutte, parce que c'est par la lutte que nous pourrons nous affirmer. Et vous savez, les grandes recommandations telles que présentées par le président du comité scientifique sont aujourd'hui des champs que nous devons baliser au congrès de Lomé pour que nous puissions également acter les choses. Donc il va sans dire que la lutte, elle a une constance, donc elle doit être perpétuelle, et la lutte doit se faire non pas sur le terrain du physique, mais sur le terrain vraiment d'inciter. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons promouvoir en tant qu'Africains? Si nous savons que nous, les Africains, nous avons cette fâcheuse, disons, manière de ne pas évoluer à l'unisson, aujourd'hui, conscient de l'effet de la lutte, donc c'est que nous devons concorder nos idées, converger ensemble vers cette unité de lutte. Et lorsque nous parlons également de lutte, cela sous-entend que, naturellement, les liens entre les nations africaines doivent être resserrés. Et je crois que les bases, que les grandes discussions ont été faites à la conférence de Salvador
de Baya. Donc l'événement de l'ONU sera que le parachèvement de toutes les belles idées qui ont été énoncées au cours de cette rencontre de Salvador de Baya. Et c'est là où il faudrait insister sur le choix non seulement du Togo, mais surtout l'engagement de son président Faure Gnassingbé, un engagement, disons une définition panafricaniste de la chose. Il est là et nous avons déjà des résultats de ces élans panafricanistes sur le continent africain. Donc je ne vais pas rappeler tout ce qu'il a fait dans l'affaire de l'Alliance des États du Sahel. Et je crois en engageant le Togo sur cette voie et en faisant jouer le Togo, disons, l'un des premiers rôles, c'est dire que le Togo voudrait aujourd'hui se positionner, tout comme la chaîne Afrique Média qui fait dans le panafricanisme à haute dose, comme, disons, le levier même de ce panafricanisme. Donc, cela va de soi que nous devons lutter, continuer la lutte, mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons l'impérieux devoir de resserrer les liens entre nos nations africaines. Avec vous, Maître Janvier Momo, on sait très clairement que les congrès panafricains ont souvent connu des divisions entre Africains. Je vais revenir sur le congrès de 1919, juste après le traité de Versailles. Un intellectuel des plus respectés sur le continent, Blaise Ndiaye, avait énormément travaillé avec d'autres intellectuels pour la tenue de cette conférence au lendemain justement de la Première Guerre mondiale, avec comme intention derrière de faire en sorte que l'Afrique puisse mieux se repositionner au sortir de la guerre, afin qu'elle ne se retrouve pas davantage marginalisée ou alors ne subisse pas davantage les affres notamment de la domination et de la colonisation, de la néocolonisation qui allait arriver par la suite. Mais certains thèmes avaient été ignorés, notamment il n'était pas question de réparation, il n'était pas question d'évoquer la déportation, ou alors certains thèmes profonds qui méritaient, selon certains, d'être mis sur la table, afin que la question notamment de la réparation puisse être posée tout de suite. Alors, ma question est, quand on va, si on va dans le nouveau panafricanisme avec l'esprit Ubuntu, est-ce que ça ne risque pas, quelque part, de retrouver les mêmes divisions de 1919 à Paris, où certains pensaient qu'il ne fallait pas aller doucement, parce que l'Ubuntu, la philosophie Ubuntu est caractérisée particulièrement par son côté pacificateur, par le côté discussion, consensus, évolution dans la paix. Est-ce qu'on peut aujourd'hui adopter, est-ce qu'on trouvera notre compte en allant sur cette voie aujourd'hui? Votre question, elle est très intéressante. Vous savez, au cours du temps, le panafricanisme doit affronter un certain nombre d'éléments qui l'empêchent de s'affirmer, qui empêchent la lutte d'atteindre l'objectif majeur. Quel est l'objectif du panafricanisme? Avoir un monde dans lequel le noir s'identifie à tous les niveaux, avoir un monde dans lequel le noir a la respectabilité à égale valeur des autres peuples, un monde dans lequel, enfin, le noir est pris comme une entité humaine. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons des peuples, nous sommes déshumanisés. On présentait les Africains comme ayant une autre source, une autre origine, qui n'a rien d'humain. Et c'est ça le combat panafricaniste. Quand je parle de la considération, quand je parle de l'affirmation, c'est à tous les niveaux, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique, partout où on a besoin de l'affirmation. C'est cela. Maintenant, vous posez la question sur la troisième recommandation, qui était la jointure, qui était l'assemblage entre le panafricanisme et la philosophie Ubuntu. Une philosophie qui, nous pouvons le dire, a beaucoup plus trait aux théories de Gandhi, c'est-à-dire la paix, la négociation,
la conviction, la contestation pacifique. La contestation pacifique, c'est ça que je parle de. Oui, la contestation pacifique ou toute autre forme d'arrangement pour atteindre un objectif. Alors, lorsque nous regardons ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, M. Fondop, aux États-Unis, la politique de Roosevelt, c'était le bâton et la carotte. Ok? C'est-à-dire que pour atteindre nos objectifs, nous utilisons la carotte ou à défaut, nous utilisons le bâton. Nous avons aujourd'hui un conflit qui, depuis le 24 février 2023, est en cours, c'est-à-dire l'opération spéciale de la Fédération de Russie en Ukraine. La Russie aujourd'hui continue de vous dire que nous n'avons jamais fermé la porte au dialogue, mais sauf que pour avoir le dialogue, nous avons des conditionnalités. Oui, panafricanisme et Ubuntu, mais le combat panafricaniste n'interdit pas l'assise autour d'une table pour trouver des solutions de paix. Mais c'est ça. Le problème, c'est de savoir si nous ne trouvons pas de solutions de paix dans notre lutte, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais naturellement, on revient au précepte de combat du panafricanisme. Ubuntu et panafricanisme ne se combattent pas. Ils doivent plutôt se conjuguer pour atteindre l'objectif. Le problème ici, c'est d'avoir l'objectif. Quel est l'objectif? Avoir un monde où on respecte notre race. Avoir un monde où on accepte à tous les niveaux, à tous les centres de décision, notre race. Ça va se passer en même temps par la force et par la négociation. Et ce n'est pas que c'est adopté. Les spécialistes vont discuter à Lomé, M. Fondop. Ils vont discuter de la faisabilité. Ils vont discuter avec le pour et le contre. On ne peut pas, avant la discussion, dire que les solutions qui vont arriver seront mauvaises. Ce n'est pas scientifique. Le travail scientifique permet, n'est-ce pas, de poser les jalons sur la table, de discuter et d'en ressortir avec des solutions. Maintenant, ce sont les solutions qui permettent de savoir si la discussion a porté ou si elle n'a pas porté. Donc pour nous, et pour revenir clairement à votre question, dans notre lutte panafricaniste, il n'est pas question d'oublier ou de négliger un pan. Et nous vivons dans un monde où on s'assoit, on a coutume de s'asseoir autour d'une table. L'essentiel, c'est de savoir, on s'assoit pour parler de quoi? Mais ce qu'on parle, si la négociation, si par le consensus, si par la discussion, si par la négociation, on n'atteint pas l'objectif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne la lutte? Non. D'où cette deuxième recommandation, panafricanisme et Ubuntu, qu'ils doivent se joindre pour la réparation. Et même à ce niveau, les congressistes de Lomé auront du pain, de la graine à moudre à ce niveau, parce que les objectifs du panafricanisme aujourd'hui sont les mêmes que ceux de nos pères, que ceux de 1900 et de 1919. Oui, nous continuons à lutter pour la reconnaissance de nos droits. Nous continuons à lutter pour la respectabilité de notre race. Nous continuons à lutter pour un monde meilleur pour la race noire. Et je pense qu'au 9e congrès de Lomé, cela va se discuter et cela va se décider. Pour le moment et pour l'instant, de façon scientifique, de façon juridique, on ne peut pas présager, à moins d'entrer dans une sphère métaphysique, on ne peut pas présager de ce que la discussion sur la deuxième recommandation va donner. Il faut attendre à Lomé, mettre le sujet sur la table, discuter et avoir la recommandation qui en sortira. Maintenant, beaucoup de choses se sont dites sur cette conférence sur la diaspora africaine dans les Amériques. Alors, avant que vous ne continuiez sur ce point, docteur Lagoké, je vous retrouve très rapidement. Peut-être que vous souhaitez ajouter quelque chose concernant notamment l'approche Ubuntu que vous avez mis en avant comme étant la première recommandation de Salvador, de Bahia, comme étant la contribution de la diaspora à ce 9e congrès panafricain qui aura lieu à Lomé. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à préciser ou à ajouter? Merci beaucoup Guy pour cette opportunité.
en fait, Jean-Pierre Momo a donné une bonne réponse. Je voulais juste préciser quelque chose. Comme les Occidentaux ont fait un certain nombre de choses pendant les systèmes comme l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme et le néolibéralisme. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des concepts qui viennent siècle après siècle et puis qui s'appuient sur la suprématie blanche. Et donc dans ce processus-là, comme le ministre Dussé l'a dit, à la fin de la journée, les Occidentaux estiment que nous ne sommes pas des êtres humains et il y a une certaine forme de déshumanisation que vivent les Africains, les peuples de descendance africaine. Ouais. Premier élément. Deuxième élément, c'est que dans la logique des Occidentaux, nous n'avons pas contribué à la civilisation de l'universel. Et donc, ils ont le droit de nous imposer toutes sortes d'idéologies, même des idéologies comme le darwinisme social qu'ils ont utilisé pour justifier pourquoi ils doivent nous apporter, ils doivent nous donner de la lumière. Et puis, autre élément, donc, ils ont pillé l'Afrique. Et donc, dans ce débat-là, et que quand les Occidentaux disent par exemple que l'Égypte ancienne n'est pas une civilisation des Noirs, alors que la civilisation de l'Égypte ancienne est sur le continent africain et que les différents autres peuples sont arrivés en Afrique et ils ont certainement vaincu des civilisations en Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'Égypte que nous connaissons est une civilisation arabe et donc dans ce décor-là, comment est-ce que on revendique notre humanité? C'est la première question. Dans ce décor-là, comment est-ce qu'on positionne nos paradigmes à nous? Dans ce décor-là, comment est-ce qu'on arrive à revendiquer notre dignité? Et donc, dans la lutte, et il faut lutter, et dans la lutte, les pères fondateurs des pays africains et dans d'autres espaces du monde ont proposé plusieurs idéologies. Kwame Nkrumah, par exemple, était un défenseur de l'idéologie socialiste, et puis Julius Nyerere de la Tanzanie, par exemple, a développé ce qu'on appelle l'idée de famille dans Ujamaa. Et puis, donc, c'était ça le débat des gens comme Félix Houphouët-Boigny. Eux, ils ont embrassé l'idéologie du capitalisme. Donc, dans l'histoire du panafricanisme, il y a toujours eu ces débats de doctrines. Est-ce que c'est pas le socialisme? Est-ce que c'est pas le capitalisme? Ou bien est-ce que c'est pas des philosophies endogènes à l'Afrique? Donc, il y a eu ce débat. Quel que soit ce qu'ils ont adopté comme idéologie, que ce soit à gauche, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré et puis les Julius Nyerere, ou à droite avec les Houphouët-Boigny, les pères fondateurs de l'Afrique ont toujours voulu puiser dans la fontaine civilisationnelle africaine. Ils ont toujours voulu revendiquer les valeurs endogènes à l'Afrique. Le seul, dans le temps, et qui a conçu un concept, mais qui l'a dépouillé de sa pureté linguistique et de sa pureté originelle, qui a été Julius Nyerere, quand il a parlé de Ujamaa, mais qu'il a traduit en socialisme africain. Donc quand Nelson Mandela sort de prison et que les Noirs en Afrique du Sud sont sur le point de conquérir le pouvoir d'État, dans leur logique de la construction de la réconciliation en Afrique du Sud, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient proposer à l'humanité et d'abord aux Sud-Africains un concept millénaire qui fait partie de l'histoire de l'Afrique du Sud et de l'histoire de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle Ubuntu, dans les langues Nguni en Afrique du Sud. Mais ce concept-là, sur les 2000 langues que nous connaissons en Afrique, il est répandu sur tout le continent africain. Les gens l'appellent Abantu en Ouganda, les gens l'appellent Nmamdou chez les Ibo, qu'on appelle au Nigeria, on appelle cela Umpuntu au Ghana. C'est ce concept-là que Thomas Sankara a utilisé et quand il a voulu changer le nom de son pays en Burkina Faso. Oui. Burkina vient de ce concept philosophique qu'on appelle Burkindi. Donc vous allez entendre la même sonorité NDI, NTI ou bien NTU, dont chaque Diop a parlé quand il a mis l'accent sur l'unité culturelle et linguistique de l'Afrique dans certains de ses ouvrages. Donc aujourd'hui, nous estimons que oui, on reconnaît ce que le socialisme a apporté à l'Afrique avant, on reconnaît ce que le socialisme apporte encore aujourd'hui, mais au moment où nous voulons revendiquer nos valeurs endogènes dans la logique de la restauration mémorielle de l'Afrique, dans la logique de la restauration de nos valeurs civilisationnelles, il y a un concept qui est beaucoup plus populaire que tous les autres concepts
et nous devons donc l'adopter. C'est ce travail que je fais de façon personnelle en tant qu'université scientifique et avec les amis avec lesquels je travaille dans d'autres organisations. Et c'est ce travail-là que nous avons voulu mettre à la disposition des uns des autres quand le ministre Ducé nous a nommé comme président du comité scientifique. Donc l'idée d'Ubuntu qu'on a vue au Brésil a été déjà adoptée dans la déclaration d'Afrique du Sud. Et ça a été adopté au Mali, où les gens appellent cela dans les langues bambara, on appelle ça Maya, humanisme, et c'est ce concept-là que nous avons adopté donc au Brésil. C'est pour dire que oui, du point de vue de l'idéologie, c'est ce que nous adoptons. On n'est pas opposé à ce que d'autres idéologies soient promues, mais en même temps, il faut que les gens comprennent qu'avec Ubuntu en Afrique, on retrouve cela en Guadeloupe, on retrouve cela en Trinidad, on retrouve cela au Honduras avec les Garifuna, on retrouve cela en Martinique, on retrouve cela dans la plupart des populations afro-descendantes dans les Amériques. Et c'est pour cela que ce serait une idéologie autour de laquelle on peut facilement se retrouver quand on est en train de lutter dans les batailles dans lesquelles nous sommes engagés avec les Occidentaux. Parce qu'il faut savoir qu'une des batailles que nous avons avec les Occidentaux, et ce n'est pas forcément de descendre dans les rues avec les armes, mais c'est ce qu'on appelle la bataille des idées. Le néolibéralisme, les Occidentaux l'imposent à tout le monde. Et quand ils viennent avec le capitalisme, tout le monde doit l'accepter. Il est possible de dire que oui, nous sommes africains, et peuple de descendance africaine, voici ce qui nous unit, et c'est ce que nous sommes en train de promouvoir comme paradigme. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la question de la lutte armée, ou la question de la non-violence dont Jean-Vier tout à l'heure parlait. En 1958, à la conférence de tous les peuples africains, il est important de se souvenir qu'il y a eu le débat, quand Kwame Nkrumah est en train de parler de l'action positive, qui est l'expression de Kwame Nkrumah, de la non-violence qu'il a empruntée à Gandhi, que Gandhi appelait Satyagraha. Quand Nkrumah parlait de la non-violence pour essayer de décoloniser l'Afrique, Frantz Fanon, qui était dans la lutte armée avec l'Algérie, qui voulait son indépendance par le biais de la lutte armée contre la France, Frantz Fanon a fait changer le débat pendant la conversation, la conférence de 58, quand il a amené les congressistes à accepter, oui, à la lutte non violente, mais si les Occidentaux ne nous donnent pas le choix, on peut utiliser la lutte armée. Voilà un peu ce qu'il faut savoir. Ça n'a rien à voir, la méthode de conquête de lutte n'a rien à voir avec l'adoption d'une idéologie dans le débat sur le panafricanisme. C'est ce que je voulais préciser. Merci. Oui, merci, docteur Lagoké. Mais toujours est-il que quand on regarde Salvador de Bahia, on connaît toutes les révolutions noires qu'il y a eu dans cette région du Brésil. Les Noirs sont à de nombreuses reprises dressés dans des mouvements révolutionnaires très sanglants d'ailleurs, qui leur ont permis peut-être de conquérir les quelques droits que l'on peut voir aujourd'hui. Alors, on peut le voir notamment pas très loin du Brésil, toujours en Amérique latine, notamment en Haïti, où il y a eu de violentes révolutions qui ont été lancées par les Noirs. Alors, à partir de là, on se demande comment est-ce qu'on va doser tout ça? Parce que ce qui est sûr, c'est que ce sera le grand débat à Lomé. Comment est-ce qu'on va doser tout ça entre ceux qui en ont marre et qui pensent qu'il faut en découdre et ceux qui pensent qu'il faut qu'il faut proposer cet humanisme africain pour pouvoir construire comme étant un legs, même pourquoi pas, à l'humanisme tout court et faire en sorte que le monde se retrouve dans un état de paix et d'humanisme, disons-le simplement comme ça. Comment est-ce que vous allez y parvenir, vous, en tant que président? Oui, non, la question que vous posez est une question qui est profonde. Si je viens pour vous dire que j'ai une idée claire, une réponse claire à la question, si je le dis, je serais prétentieux. Tout ce que je vais dire, c'est que l'idéologie à adopter, ou qu'au XXIe siècle, parmi toutes les idéologies que nous connaissons, dans la logique du Sankofa des Akans, c'est-à-dire qu'il faut retourner en arrière pour pouvoir puiser dans le passé, afin de se construire dans le présent et de se projeter dans le futur, nous estimons que la philosophie Ubuntu est la mieux placée par rapport à toutes ces idéologies africaines. C'est ce que nous disons. Bon, je peux me permettre de dire son nom. Franklin Nyamsi, par exemple, quand il réfléchit au panafricanisme, il parle de la révolution mahatique. Franklin Nyamsi revendique donc la Mahat. Et donc, on n'a pas eu de débat, lui et moi, mais je respecte son effort de théorisation. Aziz Fall, qui est au Sénégal et qui est le président d'un groupe de réflexion, en fait, du Sénégal, qui est sénégalais mais au Canada, lui, il parle du panafricentrage.
Et puis, il parle du matérialisme historique, en tirant cela sur le néologisme qui vient de la Mahat. Bon, vous voyez que c'est des concepts qui sont beaux, bien, mais quand on dit Ubuntu, on arrive facilement à se reconnaître. Maintenant, cela n'a rien à voir avec la logique de la lutte où les circonstances historiques peuvent amener des gens de faire soit la lutte armée, soit de faire la non-violence. Donc ça, il faut que cela soit clair. Donc si, par exemple, nous sommes là, on parle d'Ubuntu, et que les Occidentaux viennent et que les gens nous envahissent, on ne va pas dire non, parce que nous parlons d'Ubuntu, on va commencer à faire du pacifisme. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. L'Ubuntu, c'est par rapport à l'affirmation de soi, l'affirmation des valeurs africaines. Maintenant, si les conditions historiques imposent qu'on prenne la lutte armée pour se défendre, il n'y a pas de problème. La lutte armée sera donc le choix. C'est ce que les Nelson Mandela ont essayé de faire, bien qu'étant des enfants de la philosophie Ubuntu, ils ont estimé à un moment donné que pour mettre fin à la lutte des Occidentaux pendant 300 ans, qu'il fallait faire la lutte armée, ils l'ont fait, et ils n'ont peut-être pas eu les succès qu'ils voulaient, mais je veux dire qu'il faut séparer les deux choses, quoi. Donc au Togo, ce sera un débat sur l'idéologie, sur les méthodes de lutte et puis sur bien d'autres éléments qui divisent les panafricanistes, mais à la fin de la journée, on devrait trouver un consensus pour que cela se voit dans les déclarations qui seront adoptées à Lomé. Merci. Merci à vous, docteur Lagoké. Et rappelez que l'échange que nous venons d'avoir sur ce plateau montre très clairement combien est-ce que les échanges vont être assez profonds sur place à Lomé au Togo, et cela ne peut être que mis à l'actif, bien sûr, du président Faure Gnassingbé Eyadema et bien sûr, et tous ceux qui ont travaillé jusqu'ici à l'organisation de ce 9e congrès panafricain de Lomé au Togo. On va évoluer très rapidement maintenant, et j'aimerais rester toujours avec vous, docteur Lagoké, et essayer de comprendre, quand on parle de restitution aux Africains du monde entier afin de réparer plusieurs siècles d'injustice et d'asservissement et de marginalisation, alors qu'est-ce que concrètement les Africains pourraient aujourd'hui revendiquer au monde en fonction de la région dans laquelle ils se trouvent? Par exemple, aux Amériques, quelle pourrait être la réparation concrète? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner afin que l'on estime que justice a été rendue? Quand il y a eu donc la lutte ici aux États-Unis, je crois que c'était autour de l'esclavage. Alors, comme on le sait, les États-Unis ont eu leur indépendance de la couronne britannique, avec la déclaration d'indépendance qui avait été écrite par Thomas Jefferson en 1776. Et donc, quand ils ont vu que la population noire était assez importante et qu'elle pouvait déséquilibrer le pouvoir qui était à l'avantage des Occidentaux. Et donc, dans un document, la Constitution américaine, ils ont essayé de calculer les Noirs américains et qu'on a trouvé qu'il était le 3/5 d'un être humain. Un exemple, 3/5 d'un être humain, c'est ça le Noir américain. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses qui n'ont pas encore été enlevées de la Constitution américaine, si mes informations sont justes. Et donc, les Noirs américains, il a fallu attendre donc la guerre civile américaine de 1861 à 1865 pour au moins voir la fin de l'esclavage avec le 13e amendement, le 14e amendement, le 15e, le 13e, c'était par rapport à la fin de l'esclavage, le 14e pour donner la citoyenneté aux Noirs américains et le 15e, le droit de vote. Mais avec l'élection qu'il y a eu lieu en 1876, Samuel Tilden, du Parti démocrate qui, dans le temps, était très esclavagiste, et le Parti républicain, dans le temps, qui était le parti qui était en faveur d'une certaine forme d'inclusion des minorités aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle le compromis de 1877, et c'est à partir de ce compromis-là que les démocrates ont renoncé à la présidence, qu'ils ont donné aux républicains, et les républicains ont permis à ce que les démocrates imposent leurs lois dans le Sud. C'est comme cela qu'on a vu toutes ces lois qui ont été prises, tout ce que vous voyez à la télévision, où on lynche le Nord américain, tout ça, c'est comme ça que ça a été fait depuis 1876 et 1877 jusqu'aux différentes générations de Noirs qui sont battues jusqu'à la génération de Martin Luther King qui a lutté pour que le droit de vote devienne une loi fédérale aux États-Unis, et c'était en 1965. C'est comme cela qu'aujourd'hui les Noirs sont intégrés. Mais dans le temps, quand il y avait le combat, quand on a estimé qu'il fallait donc permettre aux Noirs de vivre,
il leur avait été promis, par exemple, un cheval et puis, je crois, 40 hectares de terre qu'on ne leur a jamais donné. Alors qu'à un moment donné, les Noirs américains ici, enfin les Blancs, ont reçu de la compensation du gouvernement fédéral américain parce qu'à un moment donné, l'esclavage avait pris fin. Et donc, pour les compenser, on leur a donné de l'argent, on leur a donné de la terre, on leur a donné des biens. Donc les Noirs aux États-Unis estiment que la promesse qui leur avait été faite de leur donner un âne ou bien un cheval et les 40 hectares, en anglais on dit acres, je ne sais pas quelle est la correspondance dans le langage des hectares. Et donc il faudrait que ça au moins, que les gens puissent bénéficier de cette promesse qui leur a été faite, qui ne leur a pas été faite depuis toujours. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, ici en Amérique, on va à l'école, les gens s'entêtent. Et puis, donc à la fin de la journée, des gens doivent des dizaines de milliers de dollars quand ils ont fini de faire l'école. Alors qu'ils viennent des familles pauvres ou des familles noires et qui n'ont pas toujours le même avantage que les Blancs, dont certaines familles ont bâti de la fortune à partir de la tradition de l'esclavage et de l'exploitation des minorités. On estime par exemple qu'il faut supprimer donc la dette que les étudiants noirs doivent à l'État fédéral américain. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, oui, on peut soutenir la subvention des maisons. Il faut que les Noirs puissent avoir l'occasion d'avoir une certaine subvention qui leur permette de vivre dans des maisons décentes avec le soutien du gouvernement fédéral américain. Donc voici des éléments concrets sur lesquels, et puis naturellement il y a la question de la terre, voici des éléments concrets sur lesquels les gens se sont mis d'accord aux États-Unis, de génération en génération, bien avant Martin Luther King, avec lui et après. Et c'est pour cela que le débat sur la réparation a commencé à prendre de l'ampleur, au point que dans les élections américaines passées, ce débat a fait partie des conversations pendant la campagne ici aux États-Unis. Donc maintenant, pour aller au-delà des États-Unis, le même décor dans les Caraïbes, dans les Amériques, au Brésil, il y a cette situation, et c'est pour cela qu'on estime que quand on parle de réparation, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans le contexte africain, où il y a les multinationales, on pourrait parler de ce que, voilà, je parle de cela, mais en Afrique du Sud, ce concept est un peu en vogue. On appelle cela la responsabilité sociale des entreprises selon l'esprit Ubuntu. Les compagnies nous exploitent. Toutes les compagnies que vous voyez, vous prenez Microsoft, vous prenez Coca-Cola, les Bolloré, les Bouygues, toutes ces compagnies que vous voyez qui nous exploitent et qui donnent pas plus de 17% à nos États quand ils exploitent, ou bien quand ils exploitent le pétrole, ou bien quand ils exploitent l'uranium. On estime qu'à un moment donné, il faut mettre ces compagnies-là dans une logique où elles doivent avoir plus de responsabilités par rapport à la restauration et par rapport à la reconstruction et par rapport à la justice sociale dans les sociétés. Bien sûr que cela doit s'imposer à nos leaders qui doivent imprimer cette logique. C'est ce que les Arabes essaient de faire et c'est pour cela que les Occidentaux ne peuvent pas autant exploiter les Arabes comme ils le font en Afrique. Voici un des concepts. Quand on parle de réparation, maintenant pour la restitution, ils ont volé nos objets culturels qui sont dans les musées occidentaux, un peu partout. Aux États-Unis, près de 50 000 objets sont ici dans les musées américains, mais qui viennent de l'Afrique. La même chose en France, en Hollande, un peu partout. Et qu'ils nous retournent nos musées. Le musée des civilisations noires qui est à Dakar, et qui a été construit, inauguré sous Macky Sall, construit par Abdoulaye Wade, inspiré par Senghor. Ce musée-là peut abriter la plupart des objets culturels que les Occidentaux ont volés, et il y a encore d'autres éléments. Donc voilà un peu, quand on parle de réparation et de restitution, de conversation que les gens doivent avoir à l'esprit, c'est de la réflexion. Tout ce que je viens de dire, ça ne vient pas de moi. Il y a des idées que j'ai proposées et il y a beaucoup d'autres choses que j'ai apprises, et je suis sûr que le porte-voix des uns et des autres par rapport à cette conversation sur la réparation et sur la restitution. Et il est important de mener ce débat, et quand on le fait, il ne faudrait pas que les gens estiment que nous sommes en train de perdre le temps. Non, c'est des débats qu'il faut mener, que les Kwame Nkrumah n'ont pas eu le temps de mener. Notre génération doit le faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et on espère qu'il y aura un grand consensus à Lomé, et à partir de Lomé, beaucoup de gens qui parlent du panafricanisme vont adopter ces concepts, et puis dans leur narrative,
on va les entendre parler de cela pour qu'il y ait une certaine conscience collective et qu'il y ait une certaine masse critique des gens qui s'engagent dans ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Laka Nyagoké. Retour sur ce plateau avec vous, Maître Janvier Momo. Vous revenez fraîchement de Salvador et j'ai envie maintenant de vous demander, vous ressortez en termes de réflexion et d'analyse parce que vous avez suivi la plupart des discussions. Alors, que retenez-vous concrètement? Je retiens que le monde noir n'a pas abandonné la lutte et que le moment est venu pour le monde noir de s'unir véritablement. C'est le but de ces conférences, c'est le but de ces rencontres. S'unir, mais s'unir pour faire quoi? S'unir pour discuter, pour conjuguer ensemble, pour mettre ensemble les efforts dans la lutte de la reconquête, de la considération et surtout de la respectabilité du noir. Il faut toujours le dire. Je suis entièrement d'accord avec le professeur Nyaka. Le noir, à un moment donné, quand il a pris conscience des éléments fondamentaux de son existence, doit les faire prévaloir à tous les niveaux et partout où il se trouve. Le noir jusqu'aujourd'hui est frustré. Le noir jusqu'aujourd'hui est regardé dans certains milieux comme un étranger. C'est ça qui doit disparaître. C'est ça qui doit disparaître partout au monde où se trouvera un noir. C'est la raison pour laquelle cette conférence a réuni des gens que nous n'imaginions pas. Mais le représentant de l'Argentine, lorsque vous regardez un noir argentin aussi noir que moi, mais il vous parle des frustrations qu'ils ont. Il vous dit qu'ils n'ont pas le droit d'apparaître n'importe comment en public, même dans des écrans télé. Et cela se prouve au niveau de l'équipe d'Argentine, l'Albi Céleste, où on n'a jamais véritablement vu un pied typiquement noir. Pourtant, il y a des valeurs en Argentine. Mais il nous a fait même des confidences que, à un moment donné, il y a une campagne de stérilisation des femmes noires qui a été engagée en Argentine, juste pour faire disparaître la race. Et ils sont passés de 23 à 7% aujourd'hui. Ce sont des combats qui sont sur la table et qu'il faut mener. Qu'au-delà de ce que les pères fondateurs du panafricanisme ont mis sur la table, il faut mettre ce combat de la considération. À un moment donné, M. Fondop, le panafricanisme avait pour but l'indépendance. On voulait être libre à tout moment. Mais en 58, en septembre 58, à Conakry, en Guinée, Sékou Touré a été le seul. Il a été le maillon fort du panafricanisme révolutionnaire qui réclamait l'indépendance totale des États africains. Mais le mouvement n'a pas été suivi. Certains ont préféré s'allier à la loi cadre de Gaston Defferre qui disait que oui, vous êtes indépendants, mais au fond, vous ne l'êtes pas, comme beaucoup d'États africains que nous sommes aujourd'hui. Mais oui, le combat panafricaniste est un combat perpétuel qui, à des moments, met des sujets nouveaux sur la table. Bon, maintenant, revenons à la question que vous avez posée. Parce que pour certains, c'était une conférence pour se filmer, pour faire des photos de famille. Non! C'était une réunion, un cercle, un rendez-vous du donner et du recevoir, parce que c'est ça le raisonnement scientifique. Je donne ce que j'ai, l'autre donne ce qu'il a, on met autour d'une table et on fait des recommandations par rapport aux idées qu'on a mises sur la table, aux idées venues de partout. Et c'est ça que nous avons vu à Bahia. Bon, maintenant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Salvador de Bahia, c'est le principal port négrier. Lorsque nous les Africains, nous entendons que nos ancêtres ont été esclavagisés, qu'ils ont fait la traite transatlantique pour aller enrichir, pour aller travailler ailleurs, ils atterrissaient pour la plupart à Salvador de Bahia. Vous avez visité, monsieur Fondop, cet endroit où ils étaient marchandés comme comme du bétail. Vous avez vu des petites entrailles dans lesquelles on les mettait, la grande cour du Pelourinho où on les amenait pour que les clients venus du monde entier les achètent et les amènent ailleurs. C'était important. Et c'est important que Bahia prenne cette 6e région. C'est important sur le plan historique,
et même sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, que Bahia abrite cette 6e région qu'on réclame, qu'aujourd'hui, qu'on sache qu'il y a certes l'Union africaine, il y a d'autres zones, mais que Bahia ait la possibilité d'avoir cette 6e région. Donc, nous pensons à un moment donné que une conférence sur la diaspora africaine dans les Amériques, ce n'est pas un rendez-vous pour rire. Mais personne de nous ne s'est reposé parce qu'on allait de salon en salon, de salon de discussion en salon de discussion. Et je tire un coup de chapeau au professeur Nyaka qui a visité, qui avait l'obligation de visiter tous les ateliers de réflexion et d'en faire une synthèse. Ce n'était pas un rendez-vous d'amusement. Donc, il faut faire comprendre aux Africains et surtout aux panafricanistes que le panafricanisme n'est pas en train de muter vers une autre phase que celle des pères fondateurs. Ce serait trahir notre propre mémoire. Et nous ne pouvons pas assister à un cirque dans lequel on est en train de trahir le panafricanisme. Non, nous avons scruté à Bahia en tant qu'enfants africains, en tant qu'enfants de la souche du panafricanisme révolutionnaire. Et nous sommes prêts à l'ommer, à affirmer ce que les Africains entendent du panafricanisme, ce que les Africains entendent du panafricanisme moderne, les solutions que les Africains devront donner, que notre race devra donner pour la reconquête définitive de la reconnaissance, de la respectabilité et de la fin de la déshumanisation de la race noire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et à Salvador de Bahia, mais on a trouvé une société civile debout, multidimensionnelle. Permettez-moi, M. Fondop, de dire aux téléspectateurs d'Afrique Média, aux panafricanistes du monde entier, ce qui se trouve à Bahia comme instrument de lutte dans ce combat que les Noirs ont engagé. Alors, vous avez le secrétariat pour la promotion de l'égalité raciale et des peuples et des communautés traditionnelles de Bahia. Ça, c'est un mouvement de lutte de la société civile. Vous avez le statut sur l'égalité raciale et la lutte contre l'intolérance religieuse. Ce sont des éléments de lutte. Vous avez le centre de référence Nelson Mandela pour la lutte contre le racisme et l'intolérance religieuse. Vous avez le Conseil d'État pour la durabilité des peuples et des communautés traditionnelles. Alors, autant d'instruments de lutte qui se trouvent au Brésil, qui se trouvent à Salvador de Bahia, et qui ont pour leitmotiv la reconnaissance, la respectabilité et la fin de la déshumanisation de la race noire. N'allez pas dire qu'avec tous ces éléments autour d'une table de négociation, que des gens sont allés faire de n'importe quoi. Afrique Média ne devient pas un cirque où vous allez venir raconter du n'importe quoi aux téléspectateurs sous la coupe ou la cape du panafricanisme. Non! À Salvador de Bahia, les bases ont été posées. Le sujet était clair. Et les tables rondes ont eu des sujets clairs. Sur les thématiques, et le professeur, le directeur du comité scientifique l'a dit, il faut le rappeler, il y avait le panafricanisme, il y a la mémoire. La mémoire, dans la mémoire vous avez l'histoire, parce qu'on vous dit à tous les niveaux que vous n'avez pas d'histoire. Et le boucher de Tripoli, Nicolas Sarkozy, l'a dit au Sénégal, que le noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Bon, c'est une blessure pour notre mémoire. Et dans ce thème, la mémoire d'Afrique, il nous appartient de rappeler que la civilisation est africaine, que beaucoup de scientifiques occidentaux le sont devenus parce qu'ils ont plagié les auteurs noirs d'Égypte, l'Égypte antique, l'Égypte complètement noire, qui sont devenus des savants parce qu'ils ont triché après avoir assassiné. Et ce thème de mémoire était sur la table de négociation. Vous allez me dire que ce n'est pas un élément du panafricanisme, M. Fondop, lorsqu'il s'agit de la reconquête de la mémoire, de notre mémoire. Et la mémoire, c'est l'objectif le plus important. Parce que quand tu rappelles à qui que ce soit ce que tu étais hier,
C'est important. Et quand ils disent que nous ne sommes pas suffisamment entrés dans l'histoire, c'est pour détruire notre mémoire, c'est pour nous déshumaniser, c'est pour dire que nous ne sommes rien, c'est pour dire que nous n'avons pas commencé à vivre. En réalité, c'est ça. Donc, aux côtés de la mémoire, il y a la reconstruction. Ils n'ont pas seulement ramassé, ils ont détruit, ils ont tout fait. Aux côtés de la reconstruction, il y a la réparation et la restitution. Dans la restitution des objets, de nos objets d'art, on revient à nos mémoires parce que nos objets d'art qu'ils ont pillés, effectivement, c'était pour effacer notre mémoire et par ricochet notre histoire. Nous sommes dans un processus de restitution. Même l'os du Shango, qui contient les tables mathématiques modernes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons fait l'astrologie avant eux. Parce que nous sommes des mathématiciens. Nous sommes des astrophysiciens. Nous sommes tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons fait l'univers. Nous avons voyagé dans l'espace avant tout le monde. Je peux le prouver. Ramenez-nous l'os du Shango, qui a été plagié par des savants qui sont devenus des mathématiciens. Alors, notre frère de regretter mémoire, Omotunde, a réuni, a convoqué un colloque mondial de mathématiciens où il a été reconnu de façon totale que les mathématiques sont africaines. Et quand on pille, c'est pour effacer notre mémoire. Et pourquoi nous n'allons pas mettre sur la table un sujet comme la restitution? Est-ce qu'en parlant de restitution de ce qui nous a été volé, on n'est pas dans le panafricanisme? Autant de choses dont nous pensons que à Salvador de Bahia, les bases ont été posées et à Lomé, les discussions seront faites et puis on aura n'importe comment des recommandations, on aura des conclusions, on aura l'ensemble de tout ce qu'il faut pour le panafricanisme de demain. Merci. Merci à vous, Ahmed Janvier Momo. Alors, Credo, je sors rapidement avec vous. Vous êtes un peu en retard dans le temps de parole. Je vous donne deux petites minutes pour que vous puissiez rapidement nous dire vos principales attentes par rapport à ces assises de Lomé et nous sortons de cette émission, s'il vous plaît. Du Togo, les recommandations seront vraiment examinées, mais nous devons insister sur la question de la lutte, mais ne pas penser au prime abord à cette lutte qui a été faite sur le plan de l'armée. Donc la lutte armée doit être le dernier palier, mais je crois que nous avons des avantages. Les avantages, c'est que nous avons de l'intellect au niveau africain, nous allons poser les réels problèmes et en tant qu'intellectuels, en tant qu'hommes avertis, nous allons réfléchir sur nos situations actuelles et voir dans quelle mesure nous pouvons agir pour un changement, non seulement de comportement, mais également pour un changement de mentalité. Donc c'est là où nous insistons sur le fait, sur cette nécessité qui est urgente pour moi, de mettre en avant ce qui nous unit en Afrique, ce qui nous unit, nous les hommes noirs. Donc si nous arrivons à décortiquer ce point culminant, je crois que nous pouvons nous assigner une mission. Et il va sans dire que lorsque nous avons une vision, c'est facilement déclinable ce qu'on appelle la mission. Et je crois que les assises, ou bien le congrès panafricain de Lomé, va être cette étape où les stratégies seront clairement définies et à travers le travail excellent qui a été fait par le comité scientifique et par les acteurs présents à Salvador de Bahia, on peut dire aujourd'hui que des recommandations méticuleuses étudiées à Lomé, nous allons poser tel jalon. Donc c'est ça qui va définir le panafricanisme que nous voulons, le panafricanisme qui doit protéger les intérêts de nous les Noirs, de nous les Africains, mais également reconnaître ce droit, les droits que nous avons dans un monde meilleur. Et lorsque nous parlons de monde meilleur, donc il faut également que nous puissions interroger les questions. Ça aussi, c'est un point très important. Quelles sont les mentalités sociologiques? Quelles sont les approches sociologiques
dans nos pays par rapport aux concepts qui nous viennent toujours des Amériques de l'Occident. Qu'est-ce que nous pouvons implémenter? Vous savez, l'Afrique a eu cette richesse qui a été expérimentée, qui avait donné des résultats. Je conçois la rencontre, le congrès panafricain de Lomé comme une discussion sous l'abat palabre. Sous l'abat palabre parce que nous devons être capables de juger nos faiblesses, de poser les réels problèmes, quels ont été nos faiblesses, et si nous parlons de nos faiblesses, les faiblesses de ceux qui nous ont, ceux qui nous ont précédés dans ces questions de lutte pour l'affirmation de nous en tant que Noirs face à ceux qui ont toujours eu ce plaisir et ce loisir de nous exploiter. Donc voilà quel point que je voulais relever, tout en insistant, comme Maître Janvier Momo vient de le dire, sur la notion de respectabilité du noir. Donc ça, c'est lorsque nous-mêmes nous allons nous prendre au sérieux, lorsque nous-mêmes nous allons nous considérer comme des acteurs de nos propres changements, je crois que ces changements vont s'opposer, vont s'imposer littéralement à ceux que nous avons en face, qui n'ont jamais voulu, disons, le bien de nous les Noirs, le bien de l'Afrique, et qui exploitent toujours l'Afrique en promouvant, disons, le développement dans leur pays. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir avec ce débat et avec le travail que fait Afrique Média et avec le changement de mentalité ou bien la prise de conscience au niveau de nos intellectuels, au niveau de nos leaders africains et au niveau de nos chefs d'État, parce que selon mes dernières informations, plusieurs dizaines de chefs d'État africains ont confirmé leur présence à Lomé. S'ils ont confirmé leur présence à Lomé, donc c'est dire que cette question, ce travail qui est fait aussi bien par les acteurs, je ne voudrais pas citer uniquement le professeur Robert Doucet, mais j'ai entendu plusieurs fois parler du travail scientifique qui est fait, parce que c'est le travail scientifique qui est le soubassement des bonnes décisions, des bonnes résolutions. Donc, il faut saluer ce congrès de Lomé et dire que Lomé est impatient, a hâte de vous retrouver tous autour, sous l'abat palabre, pour que nous puissions poser les jalons nécessaires à l'émancipation et à l'affirmation du continent africain. Merci, merci à vous Credo. Merci également au docteur Nyaka Lagoké. Merci, on n'a plus une seule minute, merci à vous. Merci. Rappelez que le docteur Nyaka Lagoké est le président du comité scientifique du 9e congrès panafricain. Merci également donc à Maître Janvier Momo, présent sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs de la chaîne panafricaine. Nous vous souhaitons une excellente suite.